Remarque, les questions restent malgré tout un peu, non pas les mêmes, mais on les retrouve, c'est-à-dire on ne peut pas tout discuter dans ce que tu as dit. Il faudrait peut-être, je laisserai la parole d'ailleurs à ceux qui t'ont entendu. Je retiens simplement dans la fin quelque chose d'intéressant que l'on peut retenir effectivement de Jean Kelevitch, c'est qu'il faut, quand on pense la mort, penser ensemble des choses qui, d'autre part, sont exclusives, hein, pourrait-on dire, les unes des autres, c'est-à-dire sont contradictoires d'une certaine façon. Donc, c'est très difficile de dire qu'il y a une pensée unifiée et unifiable. La seconde chose, c'est que c'est pas la mort même qui peut être pensée, elle se refuse, on pourrait presque dire, à la pensée, de la même façon que le non-être absolu, le néant se refuse à la pensée, mais c'est quelque chose qui renvoie vers une façon, on pourrait dire, de la vivre, c'est-à-dire la mort renvoie nécessairement à la vie. Le problème n'est pas tellement la mort elle-même, mais comment, d'une part, c'est deux choses qui ne sont pas totalement identiques. D'une part, comment on peut vivre la mort, c'est-à-dire comme disait Montaigne après Platon d'ailleurs, dans cette grande tradition, philosophie c'est apprendre à mourir, mais qui nous renvoie aussi vers une idée qui est en apparence contraire, qui n'est pas totalement inconciliable cependant, c'est que celle de Spinoza, c'est-à-dire la véritable sagesse, c'est une méditation sur la vie et non pas une méditation sur la mort. Donc dans un cas comme dans l'autre, on trouve cette idée qu'on ne va pas s'enfermer, il y a une sorte d'impasse si l'on détache l'un de l'autre. Et là, que l'on retrouve un petit peu chez tous les auteurs. Et la troisième chose, c'est quelque chose que comme tu as évoqué Derrida, je le reprends à ce propos-là, tu ne l'as peut-être pas dit, mais ça se laisse entendre malgré tout à travers les mots, c'est quelque chose à quoi Derrida a attaché une importance également dans les réflexions qu'il a faites ou dans les interviews aussi qu'il a données, c'est survivre. Ce n'est pas tellement, ce n'est pas mourir, ce n'est pas vivre non plus, mais c'est survivre, qui dans une certaine mesure a une signification péjorative. Parfois on dit je ne vis pas, je me contente de survivre. Et il y avait en mai 68 d'ailleurs une réflexion qui avait eu beaucoup de popularité. On disait dans la société moderne nous nous contentons de survivre et ce que nous voulons vivre et non pas survivre. Et là aussi, ce n'est pas contradictoire avec ce que dit Spinoza. L'important, ce n'est pas de vivre, mais c'est de survivre. Parce qu'il ajoute à ce mot de survivre une signification supérieure à celle de vivre. C'est-à-dire, survivre, il le tire, et même, je crois, à un moment explicitement, du côté de l'opposition nietzschéenne entre l'homme et le surhomme. On pourrait dire mourir appartient à l'homme, survivre appartient au surhomme. C'est-à-dire le problème philosophique, c'est d'une certaine façon toujours survivre. Donc ça faisait trois éléments, si tu veux, que je retenais peut-être de ton texte autour desquels on pourrait discuter, c'est-à-dire ces choses contraires qu'il faut penser ensemble à propos de la mort, cette liaison, cette nécessité de penser la mort à partir de la vie et non l'inverse, et que le problème de la philosophie c'est bien un problème de la vie et non le problème de la mort, et que d'autre part peut-être que le problème de la mort n'est pas, que le problème de la vie n'est pas simplement survivre, je peux pas simplement vivre, mais survivre, c'est-à-dire d'une certaine manière
triompher de la mort. Que si l'on pense à la mort, si l'on pense à la mort, c'est toujours penser à la manière d'en triompher. Je donne la parole en ajoutant une toute petite remarque qui est comique, dans une certaine mesure, qui est très subjective et personnelle, mais qui est un peu comique, et qui peut-être intéressera les étudiants originaires d'Asie, de civilisation précisément, de religion, de culture, qui ne sont pas les nôtres, parce que ça vient également d'Asie, non pas de la Chine, mais d'Indonésie, où est pratiqué vraisemblablement le même genre, ou très analogue, de pensée, de religion hindouiste ou bouddhiste. C'est un étudiant, il y a ça fait longtemps, il y a peut-être une trentaine d'années, puisque c'était avant 1980. 80 jusqu'à 2000, ça fait 20. Ah, oui, c'est ça, et 2004, ça fait une trentaine d'années. C'était un étudiant d'origine de Bali, il n'y en a pas beaucoup à Paris, des étudiants d'origine de l'Indonésie. Je l'ai plus revu d'ailleurs, je l'ai vu à un moment, et je l'ai revu l'année d'après, mais il a dû partir. Il m'avait sollicité, je ne sais pas à cette époque je m'occupais dans le département des équivalences, des inscriptions, de sorte que je l'avais favorisé son inscription à la fac, et comme il était très gentil, en dépit de mes protestations, il m'avait dit qu'il me rapporterait quelque chose de Bali. Parce qu'il m'avait montré des photos de défilés, de grandes mascarades, de choses avec des feux d'artifice, un peu comme on fait d'ailleurs en Chine. C'était pas tout à fait pareil, parce que c'était pas exactement les mêmes rites, les mêmes... Quoi qu'il en soit, je croyais que c'était des photos qu'il m'apportait. Du coup, il m'apporte un petit paquet comme ça, j'ouvre ce paquet, et dans ce paquet, il y avait quelque chose qui était un bois sculpté. C'était un bois sculpté. Ah, c'est difficile. Attends, je me permets de ça. Je l'ai encore d'ailleurs, un bois sculpté. Des veines, attendez, comme une sorte d'accent circonflexe. Là, il y avait une tête de dragon lançant des flammes. Et là, il y avait, je l'ai écrit, bon, monsieur René, c'est ça, René Schirrer. Et je lui ai dit, j'ai dit, c'est très curieux et très beau, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Je lui ai dit, ça ressemble tout à fait à de ces petites stèles que l'on met sur les tombes. Je ne suis pas encore mort, et vous êtes en train de me donner mon épitaphe. Épitaphe, ça veut dire inscription funéraire. Mais malgré tout, comme c'était joli, c'était des lettres dorées, exactement comme on voit sur les tombes. Il m'a dit, ah non, du tout, mais ça se fait, on offre ça aux gens. J'ai dit, bien, c'est très curieux, je n'ai pas poussé plus loin la conversation. Mais ensuite, j'ai lu, alors je vous demande, peut-être c'est au chinois, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on offre des objets funéraires, qu'on offre, on offre des choses comme ça, comme des épitaphes. J'avais vu dans Le Monde un article qui disait même que du vivant des gens, on leur offrait leur... Ou en Indonésie. Vous n'êtes pas allé en Indonésie. En Indonésie, c'est l'île de Bali. Vous n'avez pas compris d'où il était originaire, de l'île de Bali. En Indonésie, qui est à côté de Sumatra, de Bornéo, vous n'avez jamais entendu parler du fait que l'on offre des objets funéraires.
C'est peut-être pas funéraire, mais c'est quelque chose qui ressemble à un objet funéraire. C'est curieux. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça? Oui. Non. Oui ou non, vous ne répondez pas. Si, non. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'était? Oui. Ça, ça c'est en bois, en ébène. En bois d'ébène. Un bois dur, lourd, c'est lourd. Très lourd, avec dessus, il y a une tête, ça, au milieu, il y a une sorte de cesse de dragon, et comme ça, qui lance des flammes, le dragon avec comme ça, et là on voit que la tête se passe, et là il y a des feuillages, il y a l'inscription comme ça. Je l'aurais apporté si j'avais su, pour vous le montrer. Mais enfin, ça maintient en vie puisque ça fait 30 ans. Si vous, de toute façon, c'était pour faire la transition et relier avec ce que tu as dit. Il y a effectivement beaucoup, et je crois qu'elles sont majoritaires, d'ailleurs encore dans le monde, qu'il y a beaucoup de cultures, disons dans le sens très général, comme on peut parler, c'est des cultures liées à des religions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessairement des religions, c'est quand même pratiqué relié à des religions pour lesquelles il y a effectivement une manifestation, on ne pourrait pas dire une présence, mais tout au moins une conscience, une manifestation de la mort, la métempsychose. Le fait que vous n'allez pas nier que dans les cultures orientales, la métempsychose n'est pas simplement une forme de croyance ou d'idéologie, c'est un phénomène vécu, qu'il y a une certaine forme de respect envers les animaux, là aussi, il y avait une étudiante, j'étais assise au café un certain moment, peut-être qu'elle a pu se moquer de moi, ou plaisanter, mais je ne crois pas, où il y avait à un café assis, où il y avait un papillon, où ne tuez pas ce papillon, c'est peut-être ma grand-mère dont l'âme se trouve là-dedans. Bon, c'était peut-être une plaisanterie, mais le fait qu'il y ait des métempsychoses et des âmes qui se promènent est une idée très couramment répandue, et je pense peut-être majoritaire. Quant aux récits, aux études sur la mort, tu n'as pas cité, mais c'est dans le cadre de ce que tu as cité malgré tout, la grande étude très intéressante de Philippe Ariès sur le sentiment de la mort à l'époque classique, comme il avait fait le sentiment de l'enfance à l'époque classique, ou la situation de l'enfance à l'époque classique, ou encore un livre de l'historien Georges Duby sur Guillaume le Maréchal, qui montre plus anciennement, c'est-à-dire à l'époque des croisades, les cérémonies rituelles. On peut retenir effectivement de Jean Kelevitch, c'est qu'il faut, quand on pense la mort, penser ensemble des choses qui, d'autre part, sont exclusives, hein, pourrait-on dire, les unes des autres, c'est-à-dire sont contradictoires d'une certaine façon. Donc, c'est très difficile de dire qu'il y a une pensée unifiée et unifiable. La seconde chose, c'est que c'est pas la mort même qui peut-être pense. Remarque, les questions restent malgré tout un peu, non pas les mêmes, mais on les retrouve, c'est-à-dire on ne peut pas tout discuter dans ce que tu as dit. Il faudrait peut-être, je laisserai la parole d'ailleurs à ceux qui t'ont entendu. Je retiens simplement dans la fin
dans la fin quelque chose d'intéressant que l'on... C'est deux choses qui ne sont pas totalement identiques. D'une part, comment on peut vivre la mort, c'est-à-dire comme disait Montaigne après Platon d'ailleurs, dans cette grande tradition, philosophie c'est apprendre à mourir, mais qui nous renvoie aussi vers une idée qui est en apparence contraire, qui n'est pas totalement inconciliable cependant, c'est que celle de Spinoza, c'est de penser, se refuse, on pourrait presque dire, à la pensée, de la même façon que le non-être absolu, le néant se refuse à la pensée, mais c'est quelque chose qui renvoie vers une façon, on pourrait dire, de la vivre, c'est-à-dire la mort renvoie nécessairement à la vie. Le problème n'est pas tellement la mort elle-même, mais comment, d'une part, dire la véritable sagesse, c'est une méditation sur la vie et non pas une méditation sur la mort. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on trouve cette idée qu'on ne va pas s'enfermer, il y a une sorte d'impasse si l'on détache l'un de l'autre. Et là, que l'on retrouve un petit peu chez tous les auteurs. Et la troisième chose, c'est quelque chose que comme tu as évoqué Derrida, je le reprends à ce propos-là,